l'un des événements les plus marquants de l'histoire des États-Unis, s'est produit en mars 1840. Il a déclenché 30 années de guérilla brutale et implacable dans le sud-est de l'Amérique, et l'effet qu'il a eu sur la psyché nationale est incommensurable et astronomique. Il s'agit d'une histoire de désespoir, d'espoir, de cupidité et de vengeance, le tout imprégné des horreurs incompréhensibles et artificielles du vieil Ouest. C'est l'histoire du grand raid des Comanches au début de l'année 1840. Les temps sont durs pour la tribu amérindienne des Comanches, plusieurs années de guerre avec leurs rivaux Apaches, ainsi qu'une épidémie catastrophique de variole, avaient gravement affaibli les nombreuses interdictions de guerre des Comanches. Une autre année de combat risquant de voir leur peuple rayé de la carte, ils ont préféré demander la paix. 3 émissaires Comanches se rendent à San Antonio, ville nouvellement texane, pour y rencontrer les autorités de la ville. On leur dit que si les Comanches rendent une douzaine de captifs anglo-américains sains et saufs, ils obtiendront la paix. Les émissaires acceptent de revenir avec les captifs dans un peuple de 3 semaines, mais c'est une promesse qu'ils ne pourront pas tenir. Tout au long de leur histoire, les Comanches n'ont jamais été un peuple unifié. Bien qu'unis par la langue, il existe au moins 12 subdivisions différentes de la tribu fonctionnant presque indépendamment les unes des autres, ainsi que jusqu'à 35 bandes guerrières indépendantes dont les loyautés envers les groupes plus importants variaient. En outre, les Comanches se distinguaient de leurs compatriotes amérindiens par le fait qu'il n'existait pas de structure de pouvoir officielle au sein de leur bande de guerriers. Si un jeune guerrier Comanche était suffisamment habile et charismatique, il pouvait défier les souhaits des anciens de sa tribu et mener un raid contre qui il voulait. Et les Comanches étaient des pillards prolifiques. Le mot Comanche vient d'un mot Ute qui signifie « celui qui m'attaque tout le temps ». C'est grâce à cette culture de la guerre et des raids qu'ils ont fait autant de prisonniers. Pourtant, leur division a posé un énorme problème aux émissaires de la paix. Les captifs anglo-américains étant répartis entre les différents groupes et bandes de guerre, il est impossible de convaincre chacun d'entre eux de les livrer. L'abandon d'un captif signifiait la perte d'une précieuse source de main-d'œuvre esclave, ce qui signifiait que les captifs voulaient une large compensation en échange de leur libération. En fin de compte, les émissaires n'ont pu négocier la libération que d'un seul prisonnier américain dans le délai imparti. Le 19 mars, jour de la date limite fixée par les Texans, une délégation Comanche composée de 12 chefs et de 53 guerriers revient à San Antonio. Ils étaient venus habillés pour l'occasion. Certains portaient de longues tresses tissées avec de la fourrure de coyote et décorées de plumes aux couleurs vives. D'autres portaient d'immenses coiffes en cornes de buffle et leur visage était peint d'un rouge sanguin criard. Le spectacle était magnifique, mais les habitants de San Antonio le trouvaient terrifiant et intimidant. Lorsque les Comanches rencontrèrent les autorités texanes, l'un des guerriers descendit de cheval et traîna une jeune fille sale et frêle à l'arrière de sa monture. Matilda Locker, 16 ans, avait été capturée 2 ans plus tôt alors qu'elle travaillait dans la ferme de son cousin, et son retour était censé être un motif de célébration. Mais lorsque la jeune fille émaciée et mutilée est révélée à la foule qui l'attend, son apparence a l'effet inverse. Mary Maverick, la femme qui a aidé Matilda à retrouver la santé, a déclaré qu'elle était complètement dégradée dès que Helen ne pouvait plus relever la tête. Sa tête, ses bras et son visage étaient couverts d'échymoses et de plaies et nous avons été horrifiés de découvrir que son nez avait été brûlé. Toute la partie charnueuse avait disparu et une grande croûte s'était formée avec les 2 narines largement ouvertes et dénudées de chair. Elle raconta avec pitié que les Indiens l'avaient donc terriblement battue et qu'ils la réveillèrent de son sommeil en lui collant un morceau de feu sur la chair, en particulier sur le nez. Les autorités texanes s'empressent d'interroger Matilda sur l'état de santé de ses compagnons de captivité. Elle confirme qu'au moins une douzaine d'entre eux sont encore en vie, dont 4 membres de sa famille, et affirme que les différentes bandes guerrières ne les relâcheront que si une compensation plus importante leur est offerte. Cela contredit légèrement l'explication des délégués Comanches appelant à la paix, qui accusent à juste titre le manque d'unité de leur peuple. Seule une bande de guerre a accepté de libérer un prisonnier, et si les autres sont ouvertes à la négociation, aucun accord n'a été trouvé jusqu'à présent.
Ce n'est qu'à ce moment-là que les Comanches révèlent le prix de la libération de chaque prisonnier, à savoir une énorme quantité de nourriture, de médicaments, de munitions et de couvertures. Si certains affirment qu'il s'agit d'une simple erreur de communication, les autorités texanes y voient un camouflet. À leurs yeux, les Comanches avaient effrontément défié les termes de leur accord et ils cherchèrent à retenir les délégués de la paix jusqu'à ce que les captifs américains restants soient libérés. Les Comanches sont conduits dans un bâtiment d'un étage situé à côté de la prison de la ville et appelé Council House, maison du conseil. Là, les guerriers et leurs chefs s'assoient là par terre comme ils en ont l'habitude, tandis que les Texans s'assoient sur des chaises. Un traducteur est alors chargé d'informer les Comanches qu'ils sont en état d'arrestation, mais à la surprise du Texan, il refuse. Le traducteur, visiblement inquiet, prétend que s'il le fait, les Comanches tenteront de s'échapper par la force. Les Texans réagissent en plaçant plusieurs miliciens armés dans la pièce. Avant de réitérer leur ordre au traducteur, celui-ci s'exécute puis s'enfuit rapidement. Apprenant qu'ils sont détenus, les Comanches commencent à sortir leurs armes. Les miliciens texans répliquent en braquant leurs fusils et leurs mousquets, tout en mettant les guerriers en garde contre les belligérants, mais leur mise en garde reste lettre morte. Aussitôt, les Comanches se ruent sur leurs futurs ravisseurs, couteaux et tomahawks dégainés. Les miliciens ouvrent le feu, blessant et tuant plusieurs d'entre eux lors de leur première salve, mais ils sont rapidement débordés. Dans le chaos sanglant des combats rapprochés, les Texans n'ont aucune chance. Certains se tirent accidentellement dessus dans la confusion, tandis que les guerriers Comanches aguerris les réduisent en miettes. Ils se déplacent comme l'éclair, tailladant, poignardant et poussant des cris de guerre, et en quelques secondes, les Texans sont morts. À l'extérieur de la maison du conseil, le commandement restant, elle entendit les cris à glacer le sang venant de l'intérieur et sombra dans la panique. Beaucoup croient là que les Texans leur ont tendu un piège et commencent à tirer des flèches sur tous ceux qui se présentent. Au moins un civil désarmé fut tué lorsqu'une flèche se fraya un chemin dans son crâne. Il mourut allongé, l'odeur de la fumée des armes à feu dans les narines et les cris de guerre des Comanches dans les oreilles. Après s'être frayé un chemin, les Comanches commencent à fuir, mais ils sont poursuivis par des renforts de la milice. Les miliciens font feu de tout bois et plusieurs civils texans sont tués dans les tirs croisés. En revanche, les flèches des Comanches sont aussi précises que mortelles. À l'âge de 12 ou 13 ans, les guerriers Comanches étaient des archers si habiles qu'ils étaient capables d'abattre des taons à courte distance. De plus, grâce à une méthode de tir très efficace, un jeune Comanche pouvait décocher 3 flèches en un peu plus d'une seconde et demie. Comparez cela au temps de recharge de 32 secondes des mousquets du 19e siècle, ou à la capacité limitée des revolvers relativement encombrants qui étaient considérés comme étant à la pointe de la technologie militaire. Prenons l'exemple d'un officier texan, le lieutenant Dunnington. Au début des hostilités, Dunnington a sorti son pistolet et l'a pointé sur la tête d'une femme comanche. Celle-ci a tiré une flèche avec une telle force qu'elle a traversé la poitrine de Dunnington et s'est enfoncée dans le mur derrière lui avant même que Dunnington ait pu appuyer sur la gâchette. L'officier stupéfait a pu répliquer à son tour et a fait sauter la cervelle de la femme avant de s'effondrer sur le sol. Ayant pris la femme pour un jeune guerrier, il a prononcé les derniers mots suivants. « Je l'ai tué, mais je crois qu'il m'a aussi tué. » En fin d'après-midi, alors que les Comanches se retrouvent en infériorité numérique et sans espoir d'être encerclés, la décision a été prise de se rendre aux Texans. 35 d'entre eux ont été tués au cours du combat, tandis que les 29 autres ont été emmenés à la prison de la ville en tant que prisonniers. Pourtant, leur capture a coûté cher. 7 Texans ont été tués, dont un juge et le shérif de la ville, et des dizaines d'autres sont soignés pour des blessures graves. Ces blessures ont été traitées en partie par un chirurgien allemand du nom de Dr. Wade Main, dont l'histoire est si fascinante et horrifiante qu'elle mérite d'être soulignée. Wade Main se trouvait à San Antonio sur ordre du tsar Nicolas Ier de Russie,
qu'il avait chargé d'étudier la République relativement nouvelle du Texas. Pour le remercier de ses services, les autorités de San Antonio ont offert à Weidman une importante compensation financière, mais ce dernier a proposé une forme d'acquittement beaucoup plus horrible. Au lieu d'argent, Weidman demande les corps de deux guerriers comanches tues, dans l'intention de les ramener en Europe pour les étudier. Son sceau a été exaucé et 2 jours plus tard, il fait bouillir les corps dans un bain chimique hautement toxique afin de les dépouiller de leur chair et de leurs organes et d'en conserver les squelettes. Puis, pour se débarrasser des restes liquides nauséabonds des deux Comanches, le docteur Weidman décide de verser le mélange dans la seule source d'eau potable de San Antonio, causant ainsi d'indicibles souffrances aux habitants de la ville qui ne se doutaient de rien. Le Dr. Weidman est passé du statut de héros à celui de mécant en un peu plus de quantité prendures et qu'une fois son acte de pollution odieux découvert, il a été promptement chassé de la ville. Pendant ce temps, à la prison de la ville, un seul prisonnier Comanche est libéré à condition qu'il transmette un message au reste de son peuple. Si les 15 prisonniers américains sont libérés sains et saufs dans les 12 jours, les délégués Comanches à la paix survivants seront autorisés à vivre. Dans le cas contraire, ils seraient exécutés. Exactement une semaine plus tard, une Texane du nom de Madame Webster arrive à San Antonio avec son enfant de 3 ans. Certains rapports affirment que Madame Webster s'est échappée après 19 mois de captivité chez les Comanches. Mais si elle est arrivée vivante à San Antonio, c'est uniquement parce que ses ravisseurs l'ont autorisée à le faire. Elle fut interrogée sur le sort de ses compagnons de captivité, mais ignorait leur état. Les jours passent sans qu'aucun signe des Comanches ou de leurs prisonniers n'apparaisse. Enfin, le jour de la date limite, une autre bande de Comanches arrive à San Antonio avec 3 captifs texans. L'un d'entre eux est un jeune garçon nommé Booker, fils de Madame Webster, précédemment libéré. C'est à lui aussi que l'on a demandé quel était l'état des autres captifs. L'histoire qu'il a racontée était plus qu'horrifiante. Lorsque la nouvelle de la fusillade de la maison du Conseil parvient aux Comanches, ils sont furieux. Les femmes des guerriers tués réclament vengeance, et lorsqu'elle leur est accordée, les méthodes de torture qu'elles inventent sont dignes d'un cauchemar. Un captif texan est lentement rôti à mort sur un feu ouvert. Un autre a été lentement démembré, les Comanches cautérisant les amputations, pour éviter la perte de sang et prolonger les souffrances de leurs victimes. Booker Webster avait également entendu parler d'un autre Texan captif qui avait été battu, ligoté, puis déposé à côté d'une fourmilière. Les Comanches tranchaient alors les paupières du prisonnier et regardèrent les fourmis dévorer les tissus mous de leurs globes oculaires non protégés. D'autres méthodes de torture employées par les Comanches impliquaient l'utilisation de charbon ardent. Les victimes avaient parfois des morceaux de bois chauffés à blanc dans la bouche ou étaient attachés avant d'être entassés sur leur estomac et leurs parties génitales. Comme vous pouvez l'imaginer, la nouvelle horrifia les Texans qui refusèrent catégoriquement de libérer leurs propres prisonniers Comanches. Ils furent ensuite transférés de la prison de la ville à un campement de l'armée américaine à l'embouchure de la rivière San Antonio, mais s'échappèrent au compte-gouttes au cours des années qui suivirent. Après la fusillade de la maison du Conseil et la détention permanente de leur chef par les autorités texanes, les Comanches sont soif de vengeance. Le chef de guerre de la bande de Peniteca, un homme nommé Buffalo Hump, commença a chevaucher entre les groupes Comanches voicings pour converser avec les guerriers. À chaque arrêt, il plaide en faveur d'un acte de vengeance unifié, d'un repos brutal unique qui vengerait leurs frères tombés au combat ou capturés. Au cours de l'été, le jeune chef de guerre réunit un groupe de 500 guerriers Comanches qui commencent à attaquer les petites localités situées entre Austin et San Antonio. À chaque raid, le groupe de guerriers devient de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il soit prêt à affronter un gibier beaucoup plus important. Le 6 août 1840, les habitants de la jeune colonie de Victoria se réveillèrent devant un spectacle effrayant. Près de 600 guerriers Comanches, lourdement armés,
resplendissant dans leurs atours martiaux, poussent des cris de guerre en galopant vers Victoria. Ils ont été pris au dépourvu et ils ont payé leur manque de diligence et de sang. Les Comanches déferlent sur la ville, massacrant sur leur passage, et dès que l'occasion se présente, ils scalpent leurs victimes avec jubilation. Les plus rapides et les plus chanceux parviennent à se barricader dans les maisons et les commerces, tandis que ceux qui possèdent des fusils tirent sur les Comanches depuis les fenêtres et les balcons. Les guerriers le tuent une vingtaine de civils, pillent de nombreux magasins et entrepôts, puis disparaissent presque aussi vite qu'ils sont apparus. 2 jours plus tard, les Comanches arrivent au petit port de Ligneville, au nord-est de l'actuel port Lavaca. Grâce à l'avertissement préalable de Victoria, la grande majorité des habitants de Ligneville ont pu s'échapper sains et saufs. Ils montent simplement à bord des bateaux qui accostent dans le port de la ville et s'éloignent. Les Comanches ne voulant pas les poursuivre, ils ont dû assister à la destruction, à la salissure et au pillage de leurs maisons par des guerriers vengeurs qui ont emporté l'équivalent moderne de 9 millions de dollars de biens. Au cours des heures qui suivent, les guerriers en liesse savourent leur victoire. Ils s'habillent d'une cavalcade colorée de vêtements texans, s'abreuvent de gnôles pilés et prennent un plaisir effroyable à torturer leurs captifs jusqu'à ce que mort s'ensuive. Seuls 6 citoyens de Victoria n'ont pas réussi à s'échapper à temps, dont un certain Hugh Orrin Watts qui avait retardé son évasion pour récupérer un objet de famille. Hugh avait probablement entendu parler de la brutalité des Comanches, mais il est probable qu'il ne savait pas exactement ce que cela impliquait. Grâce à une grave erreur de jugement, il reçut une éducation complète et détaillée de ce que cela signifiait d'être un prisonnier Comanche. Les guerriers Comanches, ainsi que d'autres tribus des Grandes Plaines, avaient l'habitude d'infliger des horreurs indicibles à ceux qu'ils avaient vaincus au combat. Mais il ne s'agissait pas d'une décision morale et ceux qui employaient une telle barbarie ne pouvaient pas vraiment être qualifiés de méchants. En effet, dans une société où le courage était valorisé par-dessus tout, être torturé à mort offrait à un guerrier la possibilité de se montrer digne de ce titre. Mourir avec force est un grand honneur, et puisqu'il n'y a pas de pitié, il n'en a pas non plus en retour. On ne sait pas exactement comment Hugh Watts est mort le jour du raid de Ligneville, mais on peut dire sans risque de se tromper qu'il a dû mourir avec une lenteur atroce et une douleur inimaginable. À l'époque, Ligneville était le 2e plus grand port du Texas, et la capture d'une telle ville était un événement monumental pour de nombreux guerriers Comanches. Pourtant, le choice de savourer l'instant présent s'est avéré être leur perte. L'une des grandes forces militaires de toutes les tribus amérindiennes était leur incroyable mobilité, et le succès d'une raid dépendait non seulement de la rapidité et de la surprise de l'attaquer, mais aussi de l'urgence du retreat. En saccagant et en brûlant Ligneville, les Comanches avaient donné aux Texas Rangers qui les poursuivaient suffisamment de temps pour coordonner leurs forces et planifier une attaque. Des compagnies de volontaires venus de tout l'Est et du centre du Texas convergent vers Ligneville et finissent par suivre les Comanches en fuite jusqu'à un endroit appelé Plum Creek, non loin de l'actuel Lockhart. Une 60aine de guerriers Comanches sont tués dans les premières minutes de l'embuscade tendue par les Rangers et les autres sont contraints de fuir avec ce qu'ils peuvent porter. Il ne fait aucun doute que, grâce à l'effet de surprise, les Rangers qui les poursuivaient auraient pu poursuivre la bande de guerriers ensanglantés et la massacrer. Mais alors qu'ils traversent le campement des Comanches, ils font une découverte surprenante. Des milliers de dollars en lingots d'argent ont été découverts dans les bas de plusieurs mules. Les Rangers sont confrontés à un choix, faire leur travail ou succomber à leur cupidité. Ils ont opté pour cette dernière solution. Il ne m'appartient pas de dire s'il s'agissait ou non d'un stratagème délibéré des Comanches, toujours rusé. Mais le fait est que la cupidité du garde forestier fut le salut du banc de guerre et marqua ainsi la fin du grand raid Comanche de 1840. Le cycle de la violence se poursuivra pendant des décennies, avec des injustices, des trahisons et des atrocités hideuses commises par les deux camps. La moralité de l'expansion vers l'ouest et la philosophie de la destinée manifeste seront débattues et examinées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour en parler.
Mais lorsque les discussions cesseront et que le soleil se couchera sur la terre qui est la vôtre et la mienne, nous pourrons nous réjouir de la paix et de la sécurité relative dont la plupart d'entre nous jouissent aujourd'hui, car la coexistence est toujours préférable au massacre. Je m'appelle Ryan, je viens du sud de l'Oklahoma et je suis à moitié amérindien du côté de ma mère. Mon grand-père, né en 1912, était un Comanche pur sang et comme beaucoup d'anciens de son époque, il avait beaucoup d'histoires à raconter. Ces histoires n'étaient pas les siennes, elles lui ont été transmises par son grand-père. Elles datent d'une époque où le Far West n'était pas encore apprivoisé, comme on dit. Il nous racontait parfois des histoires assez folles sur la façon dont nos ancêtres parlaient aux esprits en utilisant le cactus peyote ou sur la façon dont ils pouvaient tirer des pièces de 5 cents en l'air avec leurs arcs et leurs flèches. La plupart des histoires de grand-père étaient intéressantes, so perspicaces, mais de temps en temps, il nous racontait quelque chose d'un peu plus sombre. Je ne suis pas un expert de l'histoire ou de la culture amérindienne, je ne vais donc pas prétendre pouvoir parler au nom des autres tribus, mais je sais que beaucoup de tribus étaient des chasseurs et des cueilleurs pacifiques, ce qui n'entraient en guerre que pour se défendre sur leurs terres. Les Comanches ne faisaient pas partie de ces tribus. En fait, un groupe d'autres tribus a forcé les Comanches à quitter le Wyoming pour aller vers le sud, dans les grandes plaines du Texas et de l'Oklahoma. C'est parce que nous étions nuls en tout. Nous ne savions ni nous battre, ni cultiver. Et quand nous sommes arrivés dans les plaines, la vie était encore plus dure, car tout l'endroit n'était qu'un grand désert d'herbe. Puis les Comanches ont reçu des chevaux des Espagnols. Comme nous n'avions pas grand-chose d'autre, nous avons décidé d'apprendre à monter à cheval. Cela nous a donné un énorme avantage sur, à peu près tout le monde. Et comme nous avions la tête sur les épaules, nous avons décidé de nous venger de toutes les autres tribus. Nous avons battu les Apaches qui nous embêtaient depuis notre arrivée dans les plains jusqu'au Mexique et au Nevada. Je veux dire par là que nous avons frappé fort et que nous avons pris des noms tout au long du chemin qui va du Kansas à Corpus Christi, mais c'est à peu près là que j'ai cessé d'en être fier. Je sais que c'est un peu exagéré de dire que la guerre n'est pas glamour, mais dans le cas des tribus des Grandes Plaines, c'est un gigantesque euphémisme. Oui, nous avons résisté aux colonisateurs pendant une centaine d'années, mais nous l'avons fait de manière assez dégoûtante. De nos jours que les guerres ont des règles, mais à l'époque, tout était permis. Et cette histoire de scalp n'était que la partie émergée d'un iceberg des plus sanglants. Les enfants étaient systématiquement tués. Les femmes étaient transformées en épouses esclaves. Des familles entières étaient torturées jusqu'à ce qu'elles meurent. Les colons nous ont aussi fait subir des choses horribles, mais c'est comme si les Comanches avaient en fait des crimes de guerre une forme d'art. Mais c'est ainsi que les choses se passaient à l'époque. Comme je l'ai dit, tout est permis. Tout ce que ces trucs méchants disaient, c'était « Ne nous faites pas chier, sinon vous aurez ça aussi ». Mais je suis quand même content d'avoir été un enfant des années 70 et pas un enfant des années 1870. Vous voyez, quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit plus tôt, de temps en temps, grand-père nous racontait une histoire d'horreur à nous les garçons. J'ai un peu peur en y repensant aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le genre d'histoire que je préférais entendre de sa bouche. C'est peut-être la curiosité morbide qu'ont tous les adolescents, mais jamais vraiment entendre parler du passé de notre peuple. Et si je pensais que c'était le bon moment, je l'embêtais jusqu'à ce qu'il m'en raconte une. Il m'en a raconté quelques-unes au fil des ans, laissez-moi vous le dire. Mais celle qu'il a gardée pour Halloween, quand nous étions tous au milieu de l'adolescence, j'ai eu les poils de la nuque qui se sont dressés. Imaginez la scène, nous sommes dans les années 1850 et la guerre entre mes ancêtres et les colons blancs est à son apogée. Nous attaquions une propriété, volions un tas de chevaux, puis nous nous enfoncions dans les plaines pour nous échapper. Inévitablement, nous finissons par être suivis par une bande de soldats ou de Texas Rangers qui ont l'intention de se venger et de reprendre les chevaux. Sur le papier, se faire poursuivre de la sorte n'est pas idéal, mais en réalité, nous, les Comanches, nous aimions bien que les Texans nous suivent dans les plaines. Nous voyagions beaucoup plus légèrement et nous avions le choix des meilleurs chevaux, si bien que nous finissions toujours par nous échapper. Puis, lorsque les Raiders erraient dans les plaines,
À court de nourriture et d'eau, nous nous cachions quelque part et les observions. Au bout de quelques jours, les Rangers n'avaient plus beaucoup de vivres, et il ne faut pas oublier que ces gars-là chevauchaient pendant des jours pour essayer de nous attraper. Ils ne se contentèrent pas d'entrer et de sortir rapidement. Des aventures de 20 minutes, comme on dit. Ils parcoururent des centaines de kilomètres à la fois, puis, lors de leur dernière nuit de campement, avant de retourner à la civilisation, les guerriers Comanches s'approchaient furtivement de leurs chevaux au milieu de la nuit et les faisaient fuir dans les plaines. Avant que les Rangers ne se rendent compte de ce qui leur arrive, un groupe de guerriers très habiles fait avancer les chevaux à travers le camp des Rangers, blessant et tuant quelques-uns d'entre eux tout en les privant de leurs moyens de transport. Il en résulterait quelques douzaines de Rangers bloqués, confrontés à une marche de 7 jours, sans eau ni nourriture, s'ils voulaient un jour revoir leur maison. Et à ce qu'il paraît, peu d'entre eux s'y parviennent. Grand-père disait que la plupart du temps, les Comanches ne gaspillaient même pas leurs balles ou leurs flèches sur les Rangers en détresse. Ils se contentèrent de les observer à cheval, de loin, en les narguant et en se moquant d'eux. Certains hommes s'effondrent sous l'effet de la chaleur et meurent sur place. Leurs camarades ont été forcés de continuer à avancer, regardant probablement en arrière pour voir leurs amis se faire scalper et massacrer. Je ne peux même pas imaginer à quel point cela a dû être horrible de voir cela et de se demander dans combien de temps on allait mourir à son tour. La déshydratation tua le groupe suivant et lorsque le groupe de Rangers fut suffisamment affaibli, les Comanches arrivèrent, les achevèrent, puis partirent à la recherche de leurs chevaux pour les ajouter à leur collection. Mais de temps en temps, un ranger ou un soldat se montrait beaucoup plus coriace que les autres et on le voyait errer seul chez lui, longtemps après que ses compagnons étaient morts ou l'avaient abandonné. Ces hommes gagnaient un peu de respect de la part des Comanches, mais malheureusement pas leur pitié. En fait, c'était devenu une sorte de jeu que d'embêter le dernier survivant. Les Comanches faisaient donc des choses qu'on peut mettre comme verser de l'eau sur le sol à une centaine de mètres devant eux et les regardaient se précipiter pour aspirer la boue produite. Et on te faisait d'autres choses, comme monter très vite, se pencher d'un côté et frapper le seul survivant à la tête avant de rire. J'ai demandé à grand-père pourquoi le garde forestier ne l'avait pas abattu, mais il m'a expliqué qu'ils auraient été trop faibles pour tenir leur fusil. À ce moment-là, il ne leur restait plus qu'à brandir un couteau ou une hachette, tout cela de façon pathétique pendant que les Comanches s'amusaient avec eux. Le fait est que c'est devenu un jeu de faire des choses comme ça. Et le plus souvent, les Comanches finissèrent par tuer ce survivant solitaire, dépouillaient de leur cadavre et repartèrent pour recommencer une fois qu'ils étaient prêts. Quoi qu'il en soit, dans cette histoire, mes ancêtres Comanches suivent ce ranger texan survivant, attendant qu'il lâche son fusil pour pouvoir s'en prendre à lui. Cela faisait longtemps qu'il n'avait ni eau ni nourriture, qu'il avançait dans l'herbe jusqu'à l'horizon sans relief, plus longtemps que les guerriers n'avaient jamais vu un survivant solitaire avancer avant lui. Enfin, il se retourne et tire un coup de feu très imprécis en direction du Comanche. La balle passa inoffensivement à côté d'eux et les Comanches se mettent à rire et à se moquer du Ranger. Mais ce dernier se met à rire à son tour. Confus, les guerriers se rapprochent puis s'abattent leurs lances sur lui. La plupart des autres personnes à sa place auraient essayé de fuir ou de se battre. Certains se seraient même donné la mort pour les sauver de ce qu'ils savaient être à venir. Mais au lieu de cela, le ranger déchire sa chemise, montre son cœur et avec un grand sourire, commence à les inciter à le tuer pour en finir. Les Comanches ne comprennent pas ce qu'il dit, mais avec un tel geste, il n'y a pas besoin de traduction. Les Comanches se regardent impressionnés par la bravoure de cet homme face à la mort. Mais dans le même temps, l'homme écarte leur lance et poursuit sa marche dans la plaine. Évidemment, les Comanches suivirent l'homme sur leurs chevaux, l'observant avec amusement, tandis qu'il continuait à rire et à plaisanter avec lui-même pour essayer de savoir si l'homme était courageux ou s'il avait tout simplement perdu la tête. L'un des Comanches se pencha avec sa lance et poignarda l'homme au bras, assez profondément pour faire couler une grande quantité de sang. L'homme ne cria pas de douleur, au contraire, son rire s'intensifia. Il a alors arraché sa chemise et a commencé à mettre sa main sous la plaie, laissant son propre sang s'accumuler dans sa paume avant de l'engloutir dans une soif folle et désespérée.
Pour nous, il s'agit là d'un signe évident que ce type a complètement perdu la tête. Mais boire du sang n'était pas aussi extrême pour les Comanches que pour nous. S'il était en mauvaise posture et ne trouvant pas d'eau potable, il n'était pas rare que les Comanches boivent un peu de sang de tortue ou de lièvre pour éviter de s'effondrer. Pour eux, le fait que ce type ait bu son propre sang n'était donc pas un facteur décisif pour déterminer s'il était fou ou non. J'entends déjà la plupart d'entre vous se demander pourquoi la santé mentale de ce type a quelque chose à voir avec la façon dont les Comanches vont le traiter. Eh bien, si une personne était vraiment courageuse, c'était un honneur de la tuer et de prendre son scalp. Mais s'il était fou, les Comanches pensaient qu'il avait de mauvais pouvoirs magiques. Ce n'était pas un honneur de tuer quelqu'un à peine capable de se défendre, et quelle que soit la méchanceté de leur victime, elle pourrait leur sauter dessus. En bref, les Comanches n'avaient pas de religion fixe ou quoi que ce soit de ce genre. Ils avaient leurs coutumes et leurs traditions. Mais la spiritualité tendait à être une affaire de personne à personne. Certains guerriers priaient pour que des bibelots porte-bonheur les protègent, d'autres vénéraient des corbeaux de compagnie, mais tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait une sorte de magie dans le monde. Cette magie était parfois bénéfique, parfois néfaste. Alors, ne sachant toujours pas si le seul survivant était fou ou non, l'un des commandants s'avança bien décidé à s'emparer d'un trophée. Il scalpa le survivant debout, le tranchant la base de son crâne avant de tirer à nouveau sur les cheveux et la chair ensanglantée. L'homme se contenta de rire de plus belle alors qu'un autre aurait pu hurler à l'agonie. Une fois que le guerrier eut terminé, le seul survivant se retourna, vit son propre cuir chevelu ensanglanté battre au vent et commença à applaudir. Comme vous pouvez l'imaginer, il en fallait beaucoup pour effrayer un guerrier Comanche endurci, mais le spectacle offert par ce survivant scalpé et ensanglanté ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais vu. Il leur a fallu 1 minute ou 2 pour savoir ce qu'ils voulaient faire de lui, mais ils ont finalement décidé qu'ils devaient le briser. Ce type était humain et un Européen faible, pensèrent-ils aussi. Il avait peut-être l'air fort comme un Comanche, mais ils allaient leur prouver qu'il n'était pas si fort que ça. Ils sautent main de leurs chevaux, renversant le type à terre, puis l'attachent et l'embrochent. Les Comanches ont ensuite allumé un petit feu, ont déshabillé le gars et l'ont allongé près du feu, les jambes écartées. Le feu étant proche de lui, le plan consistait à le traîner de plus en plus près du feu, les jambes écartées, jusqu'à ce que sa camelote soit réduite en cendres, et même le plus incroyablement courageux des guerriers cestes brisait sous cette menace. Mais une fois de plus, le survivant torse nu, trempé de sang et sans scalpel, s'est contenté de rire. Et cette fois, il commence à hocher la tête comme pour dire « Fais-le ». Fais-le. Et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour les Comanches. Si ce type ne se souciait pas de faire rôtir sa camelote s'il en avait vraiment envie, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Et les Comanches considéraient cela comme de la très mauvaise magie. Si l'on tue une personne porteuse de ce genre de magie, l'effet peut être mortel, non seulement pour le guerrier qui a commis l'acte, mais aussi pour toute sa famille élargie. Dans ces conditions, les guerriers l'ont laissé sur place, puis sont partis à cheval avant que la mauvaise magie du type ne le suive. La dernière fois qu'ils l'ont vu, ce type rentrait chez lui, nu comme le jour de sa naissance, scalpé et couvert de sang. Et pendant près d'un quart de mille, il pouvait encore l'entendre rire tout seul. De toutes les histoires que mon grand-père m'a racontées, c'est celle qui me fait le plus peur, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'esprits maléfiques ou de démons, ni d'aucune des choses bizarres que les Comanches ou les Rangers texans ont faites. Il s'agit de la façon dont la guerre peut faire perdre la tête à un homme au point qu'il n'est plus vraiment une personne. C'est comme s'il était parti en pensant qu'il combattait des monstres et qu'il en était devenu un en cours de route.